Deux avions de ligne qui entrent en collision dans le ciel au-dessus d'une grande ville des États-Unis. Pour certains d'entre vous, ça rappellera sans doute un des épisodes les plus dingues de la série Breaking Bad. Sauf que là, on n'est pas dans une série télé, mais bel et bien dans la réalité. Et nous ne sommes pas à Albuquerque, mais dans le ciel de New York le 16 décembre 1960. Deux avions viennent alors de se percuter au-dessus de cette ville densément peuplée. Un drame qui restera pendant très longtemps la pire catastrophe aérienne des États-Unis et du monde, avec en prime ce qui a bien failli être un véritable miracle pour un gamin de 11 ans. Voici l'histoire tragique de la collision entre les vols 266 de la TWA et 826 de United Airlines. Le ciel est gris au-dessus de la côte est des États-Unis en cette matinée du 16 décembre 1960. La ville est encore partiellement recouverte de neige tombée les jours précédents, et si la météo a tendance à s'améliorer légèrement, la couverture nuageuse reste importante à basse altitude, et la visibilité s'en trouve considérablement réduite. Une pluie fine tombe par endroits, et dans les airs, le vent souffle assez fort au-dessus de l'État du New Jersey. 750 km plus à l'ouest, à Columbus dans l'Ohio, le vol TWA 266 s'apprête à décoller à destination de l'aéroport de LaGuardia à New York. C'est un appareil de type Lockheed L-1049 dit Super Constellation, un quadrimoteur à hélice qui a fait ses preuves durant la décennie précédente. Pour l'époque, c'est un véritable titan des airs, facilement reconnaissable avec son profil qui fait penser à un poisson et surtout son triple empennage unique en son genre. Malgré sa bonne réputation, le Super Constellation est néanmoins appelé à disparaître prochainement, pour être remplacé par les tout nouveaux avions à réacteurs qui viennent de faire leur apparition à la fin des années 50. Pourtant, l'appareil qui prend son envol depuis Columbus à 9h du matin ce 16 décembre 1960 n'est pas particulièrement ancien, il n'a alors que 8 ans. Initialement parti de Dayton, à quelques 100 km plus à l'ouest, il a fait une courte escale technique à Columbus avant de repartir pour New York, avec à son bord 39 passagers, pour beaucoup des voyageurs d'affaires, et 5 membres d'équipage, dont le commandant de bord David Wallam, âgé de 39 ans, et son copilote Dean Bowen, 30 ans. Et tandis que le Super Constellation de la TWA atteint son altitude de croisière, encore plus à l'ouest, à Chicago, dans l'Illinois, un appareil presque neuf de la compagnie United Airlines s'apprête lui aussi à décoller pour New York. Et cette fois, il s'agit d'un avion à réacteur, en l'occurrence un DC-8 des industries McDonnell Douglas, un quadri-réacteur donc, sorti des usines tout juste un an auparavant. Ces appareils affichent des performances sans commune mesure avec les avions à hélice comme le Super Constellation. Ils sont en effet capables de voler nettement plus vite et permettent un gain de temps de près de 50% sur un même trajet. C'est notamment ce qui explique que, malgré la distance plus longue qui sépare Chicago de New York par rapport à Columbus, et le fait que le vol United 826 décolle 11 minutes plus tard que celui de TWA, les deux appareils sont attendus à destination approximativement à la même heure. Mais pas sur le même aéroport toutefois, car le vol United doit se poser à Idlewild. Si ce nom ne vous dit rien, c'est normal. Nous sommes en 1960, et cet aéroport ne s'appelle pas encore John Fitzgerald Kennedy. Pour le moment, ce président vient à peine d'être élu, et ce n'est que 3 ans plus tard, le 22 novembre 1963, qu'il sera assassiné à Dallas, et que par la suite, l'aéroport d'Idlewild sera rebaptisé. Le DC-8 de United décolle donc de Chicago à 9h11, heure de la côte Est, ce 16 décembre 1960. À son bord, 77 passagers et 7 membres d'équipage, dont le commandant de 46 ans, Robert Sawyer, et son copilote, Robert Fibing, âgé de 40 ans. Tous deux comptabilisent un grand nombre d'heures de vol. Le commandant Sawyer est même un vétéran et un instructeur. Il a plus de 19 000 heures à son actif. Toutefois, le DC-8 est un appareil de type nouveau, et de ce point de vue, tous sont pour ainsi dire à égalité. Aucune des personnes présentes dans le cockpit ne totalise plus de 400 heures sur un avion à réacteur. Un élément qui, comme on le verra plus tard,
sera d'une grande importance dans l'enchaînement des événements qui vont suivre. On peut également souligner que parmi les passagers du vol 826 se trouve un jeune garçon de 11 ans, Stephen Baltz, qui voyage seul. En effet, il part rejoindre sa mère et sa sœur à New York pour Noël. Ces dernières sont parties 2 jours auparavant, le 14 décembre. Stephen devait initialement partir avec elle, mais un mauvais rhume l'avait cloué au lit, l'obligeant à différer son départ de 2 jours. Le vol United 826 décolle donc de Chicago à 9h11 et 1 heure plus tard exactement se retrouve en vitesse de croisière à 25 000 pieds au même endroit que le vol de la TWA mais qui, lui, est à 11 000 pieds à la verticale du VOR d'Allentown. Tous deux sont prêts à entamer leur phase d'approche sur New York. Quant à nous, on va devoir entrer ici dans une phase un peu plus technique parce que je vais devoir vous expliquer ce que sont les VOR et leur fonctionnement. Ça peut sembler superflu, sauf qu'ici, c'est au contraire un point capital pour comprendre ce qui s'est passé ensuite. Bien entendu, comme toujours, je vais tâcher de simplifier. On va cependant devoir faire un peu de géométrie, mais rien de très compliqué. Tout d'abord, petite remise dans le contexte. Nous sommes en 1960, la technologie a certes évolué depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, mais on est encore loin des méthodes de navigation actuelles, avec ordinateurs de bord, GPS et compagnie. Quant au radar, on commence tout juste à les utiliser pour l'aviation commerciale et les informations qu'ils fournissent aux contrôleurs aériens sont très peu précises, pour ne pas dire rudimentaires. Les pilotes ont donc à leur disposition des instruments qui leur permettent de faire des calculs de trajectoire, d'approche, etc. Oui, ce sont les pilotes eux-mêmes qui doivent les faire. Pour cela, ils disposent d'instruments qui utilisent les ondes radio notamment. Et le territoire des États-Unis est quadrillé par ce qu'on appelle des corridors aériens ou des couloirs aériens, dont les trajectoires sont définies par les VOR. Les VOR, abréviation pour VHF Omnidirectional Range. Ce sont des antennes radio haute fréquence disposées un peu partout sur le territoire. Sur une carte, les VOR sont ainsi symbolisés par des cercles gradués. Et un corridor aérien se définit par une radiale, c'est-à-dire une droite, une ligne imaginaire, partant du VOR dans la direction d'un angle précis. Évidemment, on considère que l'angle 0 correspond au nord. Donc, un couloir qui se dirigerait droit vers l'est, par exemple, sera défini par une radiale à 90 degrés, en partant de ce VOR. Le couloir en question aura également un nom, pour permettre de l'identifier plus facilement. Ce nom sera toujours de la forme Victor plus un nombre. Victor étant le terme utilisé dans l'alphabet aérien pour la lettre V, bien sûr. V comme VOR, ça va de soi. Bien entendu, les avions ne suivent pas uniquement ces couloirs aériens, et encore moins d'un bout à l'autre. Ils passent de l'un à l'autre pour arriver à leur destination, en suivant les instructions données par les contrôleurs du trafic au sol. Mais toujours en se repérant par rapport à un ou plusieurs VOR. Parce que là où ça se complique, oui, ça c'était la partie la plus simple, c'est qu'en plus des VOR et des couloirs aériens, il existe sur les cartes aériennes des points de repère qui sont en fait des points imaginaires appelés fixes. Pour ces points, il n'y a aucun repère au sol, et le seul moyen pour les pilotes de les repérer, c'est de les trianguler grâce à 2 radiales, chacune partant d'un VOR différent. Ça paraît compliqué comme ça au premier abord, je vous l'accorde, pourtant vous allez voir que c'est moins difficile qu'il n'y paraît. Bon, admettons qu'on ait 2 VOR suffisamment proches l'un de l'autre. Sur le premier, on prend une radiale de 50 degrés, et sur le second, une radiale à 320 degrés. Le point d'intersection entre ces 2 lignes, ces 2 radiales, sera le point fixe que l'on cherche. Vous voyez, c'est de la géométrie relativement simple. Mais comment faire pour le trouver lorsqu'on est aux commandes d'un avion, me direz-vous ? Est-ce que les pilotes ont une carte du ciel des États-Unis avec tous les VOR comme on avait autrefois les cartes routières dans nos voitures? Et le copilote doit-il déplier la carte sur son tableau de bord, chercher le bon angle avec un rapporteur, tracer les lignes avec une règle et ensuite repérer les coordonnées géographiques pour les donner au commandant de bord? C'est trop naze, putain. Je vous le fais pas dire. Non, bien sûr, c'est pas comme ça que ça marche. Et de toute manière, sans GPS, les coordonnées ne serviraient pas à grand chose. Non, pour parvenir à trianguler correctement un point fixe, les avions de ligne sont équipés de récepteurs VHF, autrement dit d'ondes radio à haute fréquence, pour capter les signaux émis par les VOR. Et j'insiste sur le pluriel, parce que c'est ça qui leur permet de trianguler correctement une position. Sur chaque tableau de bord, celui du pilote et celui du copilote, il y a 2 indicateurs, dénommés PDI et RMI. PDI pour Pictorial Deviation Indicator et RMI
pour Radio Magnetic Indicator. Bref, retenez seulement que ces deux indicateurs sont présents de chaque côté parce que ça aussi, ça va avoir de l'importance dans ce drame et pas qu'un peu. Pour trianguler un point fixe, le pilote et le copilote vont tout d'abord devoir régler la fréquence VHF des deux VOR permettant de trouver le point d'intersection. Ceci fait, le pilote va sélectionner sur son PDI l'angle de la première radiale et le copilote va faire de même sur le sien mais avec l'angle de la seconde radiale, évidemment, celle du second VOR. Le PDI affiche notamment une flèche mobile et un symbole fixe représentant l'avion. Autrement dit, lorsque le pilote manœuvre l'avion, c'est la flèche qui va se déplacer sur le cadran du PDI pour lui indiquer sa position par rapport à la radiale sélectionnée. C'est notamment de cette manière que le pilote peut suivre un couloir aérien défini par une radiale. Tant que la flèche est bien centrée et droite sur le cadran de son PDI, il est dans le bon couloir. Et oui, il n'y a pas encore de pilotage automatique, c'est donc au pilote de maintenir l'avion dans la bonne direction. Et vous remarquerez que la flèche pointe vers le bas, ce qui est normal, parce que la radiale part du VOR et définit une direction. Et une fois que l'avion a dépassé le VOR et se maintient donc dans son couloir, le VOR se trouve dans son dos. Donc ça, c'est la manière dont un pilote peut suivre une direction grâce à son PDI. Le cadran du RMI, lui, va indiquer la même chose, mais avec en plus une autre flèche, plus grosse, qui va pointer, elle, dans la direction opposée à la radiale du second VOR. Opposée parce que, comme pour le PDI, la flèche pointe vers le VOR, et non vers le point d'intersection. C'est surtout une indication en fait, car c'est le PDI du copilote qui va désormais être important. Lui, il a entré l'angle de la seconde radiale, qui part du second VOR. Donc forcément, la flèche de son PDI va se balader sur le cadran, elle aussi en pointant dans la direction du VOR. Tant que l'avion ne sera pas arrivé à l'intersection des deux radiales. À ce moment-là, la flèche du PDI du copilote va passer au niveau du symbole représentant l'avion sur le cadran, ce qui voudra dire que celui-ci est arrivé au point d'intersection, donc au point fixe. À charge évidemment pour le copilote de bien surveiller son PDI et d'informer le commandant de bord que le point fixe a été atteint. Bon, je sais, c'était un peu complexe, mais j'ai simplifié au maximum. En tout cas, retenez bien le fonctionnement de ces instruments, parce que comme je l'ai dit, ça va vraiment avoir une importance cruciale par la suite. À présent, il nous faut nous intéresser un peu aux échanges des deux appareils avec le contrôle aérien de New York. À bord du TWA 266, tout va bien, l'appareil est autorisé à passer le VOR d'Allentown en Pennsylvanie, à une altitude de 11 000 pieds, pour suivre ensuite le couloir Victor 6 jusqu'au point fixe appelé Linden, situé au-dessus de Staten Island à New York. Toujours en descente, l'équipage du TWA 266 entre en contact quelques minutes plus tard avec l'aéroport de LaGuardia où il doit se poser sur la piste numéro 4. De son côté, le vol United 826 franchit lui aussi le VOR d'Allentown quasiment au même moment, mais à une altitude de 25 000 pieds. À 10h15, il reçoit l'autorisation du centre de contrôle new-yorkais de poursuivre sa route jusqu'au VOR de Robbinsville, où il devra alors amorcer un virage pour emprunter le couloir Victor 123 défini par la radiale 50 degrés depuis ce VOR. Et ce, jusqu'à l'intersection dénommée Preston. Autrement dit, l'avion est autorisé à continuer sa route jusqu'au point Preston, mais pas au-delà. S'il ne reçoit aucune autre instruction d'ici là, il devra entrer en circuit d'attente au niveau de ce point. On l'a vu il y a un instant, pour trouver un point d'intersection, les pilotes ont besoin des deux systèmes PDI et RMI de chaque côté. Or, à 10h21, l'équipage contacte la maison mère de la compagnie United Airlines pour les informer que le second système de navigation est inopérant. En clair, ils ne disposent pas de leur second PDI. Ils n'en ont qu'un seul. Et ceci va évidemment leur compliquer la tâche. Ça ne la rend pas impossible pour autant, on verra tout à l'heure pourquoi. Il n'empêche que d'ores et déjà, on sait que l'équipage du DC-8 va avoir plus de mal que prévu à se repérer. Mais si nous, on le sait, ce n'est pas le cas du contrôle aérien, car le pilote a informé sa hiérarchie, mais pas les contrôleurs new-yorkais. Ce qui, il faut le préciser, à cette époque ne constitue pas une faute, il n'y était pas obligé. Donc,
pour le contrôle au sol, l'avion n'a aucun problème et il l'autorise donc à descendre à 13 000 pieds. 2 minutes plus tard, à 10h23, le centre de contrôle aérien de New York reprend contact avec l'équipage du DC-8 pour les informer qu'ils peuvent prendre ce qu'on pourrait appeler un raccourci en empruntant le couloir Victor 30 jusqu'à ce qu'ils croisent la route Victor 123. Ça leur évite en effet d'aller jusqu'à Robbinsville et leur ferait donc gagner de précieuses minutes, ainsi qu'une distance de 11 miles, soit environ 15 km. Le couloir Victor 30 est défini lui aussi par une autre radiale qui part, elle, d'un autre VOR situé entre New York et le VOR de Robbinsville, le VOR de Colts Neck. L'équipage n'émet aucune protestation quant à ce changement de route de dernière minute, seulement ça leur ajoute un stress supplémentaire. Car outre le fait qu'ils ne disposent pas d'instruments fonctionnels à 100%, ils doivent maintenant effectuer 2 changements de direction au lieu d'un, en des points précis, tout en continuant leur descente et de plus repérer le point Preston jusqu'où ils sont pour le moment autorisés à se rendre. Et une autre donnée capitale va venir s'ajouter à cette équation déjà bien compliquée. La vitesse. Le DC-8 est un avion à réacteur, beaucoup plus rapide que la majorité des appareils en circulation à cette époque. De plus, son maniement est encore nouveau pour les pilotes. Et au moment de franchir le VOR d'Allentown, l'avion se trouvait encore à 25 000 pieds, ce qui implique qu'il va devoir descendre très rapidement pour rejoindre 13 000 pieds avant d'entamer son virage sur le couloir Victor 123. Parce qu'ensuite, l'aéroport d'Idlewild ne sera plus très loin. Et avec un tel angle de descente, il est quasi impossible pour ce type d'appareil, surtout avec des pilotes qui n'y sont pas encore parfaitement habitués, de réduire sa vitesse. En vitesse de croisière, le DC-8 vole à plus de 340 nœuds, autrement dit plus de 600-700 km/h, soit bien au-delà de la vitesse d'approche pour atterrir. Celle-ci se situe généralement autour de 250 km/h. Ici, l'appareil descend, mais est incapable de ralentir. Parce que vous vous en doutez, un avion, ça freine pas. Du moins pas dans les airs. Et à cette vitesse, forcément, le temps est compté pour effectuer toutes les manœuvres, réglages et calculs nécessaires. À 10h27, le vol United 826 intercepte le couloir Victor 30 à une altitude de 18 000 pieds. 2 minutes plus tard, il n'est déjà plus qu'à une vingtaine de kilomètres du couloir Victor 123 et il est descendu à 13 000 pieds. Mais il vole toujours à la même vitesse. Les pilotes n'ont donc à nouveau que 2 minutes avant d'effectuer un nouveau virage pour se retrouver sur Victor 123 et si possible réduire leur vitesse parce que si celle-ci ne faiblit pas, il ne leur restera ensuite même pas 1 minute avant d'atteindre le fameux point Preston, qu'ils vont devoir trianguler autrement qu'avec la méthode habituelle que je vous ai décrite tout à l'heure. À 10h30, le centre de contrôle aérien de New York rappelle le vol United 826 pour les autoriser à descendre à 5000 pieds. Il pose cependant la question. Vous pensez que vous pourrez atteindre Preston à cette altitude de 5000 pieds ? Pour toute réponse, l'équipage annonce simplement qu'ils vont essayer. Il faut savoir qu'à cette époque, il n'y a pas encore d'enregistreur des conversations dans le cockpit. On n'a donc aucun moyen de savoir quel pouvait être l'état d'esprit, sinon de stress, des pilotes, ni ce qu'ils se sont dit durant leur descente. On ne peut se fier qu'aux échanges avec les contrôleurs aériens. Mais déjà à ce stade, il semble clair que descendre de 8000 pieds en 2 minutes, tout en réduisant la vitesse pour entrer dans un éventuel circuit d'attente à Preston qui est, je le rappelle, le point au-delà duquel ils n'ont pas encore reçu l'autorisation d'aller et où la vitesse est de fait limitée à 210 nœuds, soit 390 km/h, paraît relever de la mission impossible. Pourtant, les échanges radio se poursuivent et ne laissent pas vraiment transparaître les difficultés que doivent rencontrer les pilotes. Ces derniers indiquent en effet aux contrôleurs qu'ils passent sous la barre des 7000 pieds, puis 6000 pieds. Côté New York, le centre du trafic aérien ne transmettra plus que 2 messages. Tout d'abord, une information concernant le circuit d'attente éventuel. Si une attente est nécessaire à Preston, elle se fera au sud-ouest, selon un circuit d'1 minute avec virage à droite. Le seul retard prévu sera en descente. La réponse du vol 826 est laconique. Bien reçu, pas de retard. Ensuite, les pilotes informent les contrôleurs qu'ils passent sous les 6000 pieds et descendent vers les 5000. Le dernier message du centre de contrôle confirme les instructions pour Preston, c'est-à-dire le circuit d'attente éventuel, et invite le vol 826 à contacter le contrôle d'approche de l'aéroport d'Idlewild.
En effet, en 1960, tant que les avions se trouvent au-delà de 6000 pieds, le contact avec un aéroport n'est pas possible. C'est donc le centre de contrôle du trafic aérien le plus proche, ici celui de New York évidemment, qui est en contact avec eux. L'équipage contacte donc Idlewild en ces termes. Contrôle d'approche d'Idlewild, United 826, nous arrivons sur Preston à 5000 pieds. Ce sera le dernier message envoyé par le DC-8. Pendant ce temps, à bord du TWA 266, l'équipage a confirmé avoir atteint le point Linden à une altitude de 6000 pieds également, et s'est mis à son tour en relation avec son aéroport de destination, c'est-à-dire LaGuardia. Il est 10h32. Le contrôle d'approche autorise le Super Constellation à descendre à 5000 pieds, et lui fait prendre un virage à droite afin de les orienter ensuite vers la piste 4. Au même moment, le contrôleur aérien remarque un point qui vient d'apparaître sur son radar et qui se rapproche de celui du TWA 266. Il le signale aussitôt à l'équipage en ces termes. Trafic à 2h30, 6 miles, en direction du nord-est. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est qu'à cette époque, les radars ne sont pas encore monnaie courante, et comme je l'ai dit plus tôt, ils ne fournissent que très peu d'informations au contrôleur. Ici, en l'occurrence, tout ce que ce dernier voit sur son écran, c'est un point lumineux en mouvement. Il ne sait pas de quel appareil il s'agit, ni de quel type d'appareil, et il ne connaît pas non plus son altitude. De plus, ce genre d'apparition sur les écrans radars était assez fréquent. Généralement, il s'agissait de petits avions de tourisme, qui ne devaient donc pas se trouver à la même altitude. En revanche, celui-ci avait de quoi surprendre, car il était beaucoup plus rare d'en voir avec une météo comme celle de ce jour-là. Seule indication qui a dû surprendre encore plus le contrôleur aérien, c'est la vitesse de déplacement de ce point, qui filait à toute berzingue vers le vol TWA 266, ce qui pouvait suggérer qu'il s'agissait d'un avion à réacteur. D'autant plus surprenant qu'il apparaissait dans son espace aérien sans avoir fait aucune tentative de contact. Le contrôleur n'avait donc aucun moyen de savoir s'il y avait ou non un véritable risque de collision, mais il a néanmoins continué d'avertir le Super Constellation. À 10h33, le contrôle d'approche de LaGuardia autorise le vol 266 à descendre à 1500 pieds et tourner à gauche pour s'aligner face à la piste. Et il ajoute « Il semble qu'il y ait un appareil de type jet à votre droite à 3 heures, distance 1 mile, direction nord-est. » Mais il n'obtiendra jamais de réponse. De toute manière, vu la couche nuageuse, l'équipage n'aurait sûrement pas pu voir arriver le DC-8 de United Airlines qui lui fonçait dessus à la vitesse de 557 km/h. À 10h33 et 33 secondes ce 16 décembre 1960, les deux avions entrent en collision à 5200 pieds au-dessus de Staten Island. Le choc est d'une violence inouïe et ne laisse aucune chance notamment au Super Constellation. En effet, lors de l'impact, celui-ci volait en direction du sud-est et venait d'entamer son virage à gauche. Il s'est ainsi retrouvé incliné de 22 degrés. Arrivant par sa droite, le DC-8 l'a littéralement embroché et découpé comme une feuille de papier. L'aile droite de l'appareil de United Airlines a sectionné l'aile droite du vol TWA et l'un de ses moteurs est venu s'encastrer dans la cabine passager. Au même moment, l'aile gauche du DC-8 tranchait le triple empennage du Super Constellation. Ne tenant dès lors plus qu'à un fil, la queue de l'appareil s'est rapidement détachée pour tomber vers le sol de Staten Island. Le reste de l'avion lui a aussitôt emboîté le pas dans une vrille mortelle de plusieurs secondes où il a fini par se disloquer avant de s'écraser. Les témoins ont raconté avoir entendu un bruit qui faisait penser au tonnerre, avant de lever les yeux au ciel pour apercevoir, horrifiés, les débris de l'avion surgir des nuages, avant de venir s'écraser dans l'herbe d'un terrain militaire tout proche du nom de Minerfield et jouxtant le quartier résidentiel de New Dorp. Par chance, il n'y eut aucune victime au sol. On ne pourra pas en dire autant pour le vol United 826, hélas. Moins endommagé que l'infortuné Constellation, il a continué sa course durant plus d'une minute et sur plus de 15 km. Et on ose à peine imaginer quelle horrible dernière minute ce fut pour l'équipage et les passagers du DC-8. Privé de la moitié de son aile droite et son aile gauche sévèrement endommagée, les pilotes ne pouvaient rien faire pour tenter ne serait-ce qu'un atterrissage en catastrophe. Tel un oiseau blessé, l'appareil a franchi l'embouchure d'Upper Bay pour se diriger vers les immeubles de Brooklyn. En sortant de la couche nuageuse à 500 pieds, les pilotes n'avaient de toute façon pas la moindre idée de l'endroit où ils se trouvaient. Certains ont émis l'hypothèse qu'ils ont pu tenter de diriger l'appareil vers Prospect Park, seul endroit dégagé à proximité,
Mais c'est peu probable car l'avion était devenu totalement incontrôlable. Son aile gauche finit par heurter le toit d'un immeuble résidentiel de 4 étages au 124 Sterling Place. L'aile encastrée dans l'immeuble a aussitôt fait pivoter l'avion qui s'est écrasé dans une gigantesque explosion de l'autre côté de la rue, droit sur une église dont le nom, ironiquement je vous jure ça ne s'invente pas, était l'église du Pilier de Feu. La violence de l'impact a réduit l'appareil et l'église en miettes, projetant des débris dans toutes les directions. La queue de l'appareil ainsi qu'une partie de la cabine ont littéralement ricoché contre un immeuble avant de terminer leur course un peu plus loin, à l'intersection de Sterling Place et de la 7e avenue. À Staten Island comme à Brooklyn, la confusion est totale et les habitants sont sous le choc. Mais aussitôt passé la première frayeur, beaucoup se précipitent pour tenter de secourir d'éventuels survivants, passagers ou passants. Car si du côté de Staten Island, le Super Constellation s'est écrasé sur une zone déserte, à Brooklyn, la zone est densément peuplée. On aurait pu s'attendre à un bilan particulièrement lourd. Et pourtant, on ne dénombrera finalement que 6 victimes au sol. Parmi elles, un employé municipal qui déblayait la neige, le vieux gardien de l'église du Pilier de Feu, âgé de 90 ans, 2 personnes qui vendaient des sapins de Noël et un homme qui promenait son chien. Mais au milieu de cette scène de cauchemar, des débris de l'appareil et des immeubles, des flammes et de la fumée, l'impensable s'est soudain produit. Découvert par les premiers témoins du drame, l'un des passagers du vol United 826 était encore en vie. Un survivant après un crash comme celui-là, on peut pas parler d'autre chose qu'un miracle. Il fut retrouvé sur un monticule de neige. Certains prétendent d'ailleurs qu'il a pu être éjecté au moment de l'impact et que c'est cette neige qui l'a sauvé. D'autres ont dit qu'il s'était lui-même extirpé de l'appareil. Ce survivant, ce miraculé du vol 826, c'est le jeune Stephen Balz, le petit garçon de 11 ans parti rejoindre sa mère et sa sœur à New York. Immédiatement, les gens se pressent autour de lui pour lui venir en aide, lui retirent ses vêtements en feu et lui apportent de quoi le maintenir au chaud en attendant l'arrivée des secours. L'image de cette dame tenant un parapluie au-dessus du jeune garçon grièvement blessé fera la une des journaux le lendemain aux États-Unis. Stephen est transporté d'urgence à l'hôpital le plus proche dans un état critique. Sa famille le rejoint, son père, resté à Chicago et aussitôt alerté, saute dans le premier avion. Pendant 24 heures, l'émotion est à son paroxysme dans tout le pays. D'autant que Stephen est conscient, il racontera même l'accident au médecin qui le soigne. « Je me souviens que je regardais par la fenêtre de l'avion et que la neige recouvrait la ville sous nos pieds, dit-il. Ça ressemblait à une image de conte de fées. C'était une vue magnifique. Et puis soudain, il y a eu une explosion. L'avion a commencé à tomber et les gens se sont mis à crier. Je me suis agrippé à mon siège et puis l'avion s'est écrasé. » L'élan de solidarité qui s'empare alors des États-Unis est instantané. La nouvelle a fait le tour du pays en un clin d'œil et on se bouscule pour donner son sang ou même un peu de peau pour permettre une greffe. Car malgré son attitude enjouée, son pronostic vital, lui, est très sérieusement engagé. Et même de nos jours, il n'est pas certain qu'on eût pu le sauver. L'enfant souffrait de multiples brûlures graves, au visage, au cou, aux épaules, à la poitrine, sur le dos, ainsi qu'au bras gauche. Il avait la jambe gauche brisée. Mais le pire était qu'il avait malheureusement inhalé une grande quantité de fumée et que ses poumons avaient reçu la chaleur intense des flammes de l'incendie. Au soir du 16 décembre, les médecins ont fait tout ce qu'ils ont pu, mais n'ont aucun espoir. Ils sont persuadés que Stephen ne passera pas la nuit. Mais contre toute attente, il se réveilla le lendemain matin. Il put voir son père, arrivé de Chicago, et même lui demander une télé, ce que son père lui promit pour Noël. Mais juste après ça, Stephen s'endormit à nouveau. Et cette fois, il ne se réveilla plus. C'est son père qui annonça la nouvelle du décès de son fils devant les caméras de télévision dans la journée du 17 décembre. Pendant un peu plus de 24 heures, l'Amérique avait retenu son souffle, les yeux braqués sur New York. En vain. Stephen Balz avait fini par rejoindre les 133 autres victimes de ce crash, les 83 autres passagers et membres d'équipage de son vol, les 44 personnes tuées à bord du vol TWA 266, ainsi que les 6 habitants de Brooklyn et le chien, tués lorsque le vol United 826 s'est écrasé sur Sterling Place. Et forcément, aussitôt après, l'émotion laisse place à l'effroi et aux questions qui se posent après un pareil drame. Comment une telle catastrophe a-t-elle pu se produire? Comment 2 avions de ligne ont ainsi pu se percuter en plein ciel? Mais surtout,
Comment le DC-8 de United Airlines a-t-il pu se trouver là, à cet instant, alors qu'il était censé être au niveau du point Preston? C'est ce que l'enquête va devoir déterminer, mais pour les enquêteurs de l'époque, la tâche ne sera pas facile. Et puis surtout, il va falloir trouver des explications rapidement. Car aux États-Unis, on voudrait avant tout comprendre comment une catastrophe de ce type a pu se produire avec les mesures prises à la suite d'un autre drame similaire survenu 4 ans auparavant en 1956. Une catastrophe qui impliquait là aussi une collision entre deux appareils dont l'un des deux était d'ailleurs aussi un Super Constellation de la TWA, le crash du Grand Canyon. Je ne vais pas entrer dans les détails, j'en parlerai une autre fois dans une vidéo dédiée. Il n'empêche que c'est ce drame qui a conduit à la mise en place des systèmes radars, mais également à la création des fameuses boîtes noires. Et du coup, le crash qui vient de se produire à Brooklyn, en plus d'être le plus meurtrier dans l'histoire de l'aviation à l'époque, est aussi le premier où un appareil, le DC-8 en l'occurrence, était équipé d'une de ces boîtes noires. Mais à l'époque, il s'agit seulement de l'enregistreur de paramètres, et il n'est pas aussi performant que ceux d'aujourd'hui. Qui plus est, vous allez voir qu'il ne sera pas d'une grande utilité ici, car les indices sont suffisamment nombreux et permettront finalement aux enquêteurs de comprendre ce qui s'est passé. Dans un premier temps, ils doivent déterminer comment s'est produite la collision, et notamment quel est l'avion qui a heurté l'autre. Sur ce point, les débris retrouvés à Staten Island et à Brooklyn seront révélateurs. Car si l'essentiel de l'épave du DC-8 est éparpillé dans Sterling Place, certains éléments du vol United Airlines ont été retrouvés à Staten Island. Notamment toute une partie de l'aile droite ainsi que l'un de ses réacteurs, celui qui s'est encastré dans le fuselage du Super Constellation et dans lequel on a retrouvé non seulement des morceaux de siège, mais aussi... Ouais, je vois d'ici vos visages se figer d'horreur. Donc ça veut dire que j'ai pas besoin de finir ma phrase. Vous aurez compris ce qu'on a également trouvé dans le réacteur. Entre ça et les autres débris du DC-8 retrouvés parmi ceux du Super Constellation, on comprend déjà à quel point le choc a été violent. Quant à la question de savoir qui a heurté qui, la réponse ne se fait pas attendre. Et aussi bien les données radar que l'enregistreur de paramètres ne laissent aucune place au doute, c'est bien le vol United qui n'avait rien à faire à cet endroit et qui a percuté le vol de la TWA. Ce qui signifie qu'à cet instant, il se trouvait à 15 km de l'endroit où on le supposait, c'est-à-dire au niveau du point Preston. Je rappelle qu'à ce stade, il n'avait pas encore l'autorisation de dépasser ce point. Et non seulement ça, mais il volait à une vitesse beaucoup trop élevée, dans le secteur contrôlé par LaGuardia, et sans en avoir averti le contrôle du trafic aérien. Donc, nouvelle question pour les enquêteurs. Comment une telle différence entre la théorie et la réalité a-t-elle pu passer inaperçue? Y a-t-il eu une erreur commise? Une négligence de la part des contrôleurs aériens? En théorie, le centre de contrôle new-yorkais aurait effectivement pu s'apercevoir que le vol 826 n'était pas à sa place. Mais s'il ne s'en est pas rendu compte, ce n'est pas par négligence. C'est lié au fait qu'à ce moment-là, les avions pouvaient soit être guidés par des vecteurs radars communiqués par les contrôleurs, ce qui était le cas du vol 266 en approche sur LaGuardia, soit être en navigation autonome, comme c'était le cas du DC-8. On a vu tout à l'heure qu'en vol, les pilotes se repèrent grâce au VOR, déterminant les couloirs aériens, et au point fixe, ce qui correspond à ce mode de navigation autonome. Ils reçoivent les instructions du contrôle au sol, certes, mais ensuite, tant qu'ils ne sont pas arrivés au point jusqu'auquel ils ont été autorisés, ils gèrent eux-mêmes la navigation, prenant les virages et les routes nécessaires pour y parvenir. Une fois en approche d'un aéroport, en revanche, ils passent en mode guidé, et ce sont les contrôleurs de l'aéroport qui leur communiquent chaque virage en degrés par rapport au nord. Par exemple, lorsque le vol TWA a entamé son virage à droite après avoir franchi le point Linden, c'est parce que le contrôleur de LaGuardia lui a fait prendre la direction 130 degrés sud-est. Tout ça pour dire qu'en fait, le centre de contrôle new-yorkais ne suivait pas le vol 826 à la trace. Il se fiait à ce que l'équipage lui communiquait par radio. Bien sûr, en jetant un œil à son radar, il aurait pu voir qu'il n'y avait pas de point lumineux au niveau de Preston. Mais vu le peu d'indications fournies sur l'écran radar, bien malin qui aurait pu dire au premier coup d'œil que quelque chose n'allait pas et encore moins où se trouvait le DC-8. Le contrôleur a fait son travail. Il a reçu confirmation que l'avion était à 5000 pieds et approchait de Preston, et il a mis fin à la communication avec le vol 826 en lui demandant de contacter l'aéroport d'Idlewild. En vrai,
Il aurait toutefois pu procéder autrement et passer lui-même le relais à son collègue de l'aéroport, ce qui impliquait de donner à celui-ci toutes les informations, dont la position supposée de l'appareil. À ce moment-là, le contrôleur d'Idlewild était censé regarder son radar pour repérer le point correspondant à l'avion en question avant d'engager le contact avec lui. Si cette procédure avait été appliquée, il se serait forcément aperçu que quelque chose n'allait pas, et dans ce cas, il aurait dû contacter le vol 826 pour pouvoir l'identifier sur son écran radar. Il y a en effet des moyens d'identifier un vol malgré le peu d'indications, notamment en demandant à l'appareil d'effectuer un virage pour repérer le point correspondant sur l'écran. Cependant, dans le cas qui nous occupe, il y a peu de chances qu'ils eussent eu le temps, ne serait-ce que de s'apercevoir de la situation, car il était de toute façon déjà trop tard. Alors, les contrôleurs ont-ils commis une faute ? Eh ben non. Non, car ce type de procédure n'était pas obligatoire et n'était généralement utilisé que dans les cas d'urgence. Or ici, personne ne savait qu'une catastrophe était imminente, et certainement pas les contrôleurs au sol, qui n'étaient même pas informés de la panne du système de navigation du vol 826. Ce qui n'aurait de toute manière sans doute fait aucune différence à ce moment-là. D'ailleurs, juste après la collision, les contrôleurs de la Guardia ont contacté ceux d'Idlewild pour signaler que 2 avions se seraient potentiellement percutés et que peut-être l'un d'eux devait atterrir à Idlewild. Et bien que n'ayant pas réussi à joindre le vol 826 par radio, Idlewild a tout d'abord affirmé à son collègue qu'il ne pouvait s'agir de celui-ci, puisqu'il venait de les informer être en approche de Preston. Il faudra plusieurs minutes aux contrôleurs des 2 aéroports pour comprendre ce qui s'était passé. Plus tard, suite à cette catastrophe justement, on créera le système New York Treason, un centre de contrôle unique pour l'ensemble des aéroports de New York, afin que ce type de confusion ne se reproduise pas. Reste à répondre à la principale question. Pourquoi et comment l'avion de United Airlines s'est-il retrouvé à 15 km au-delà du point Preston, alors qu'il était supposé être seulement sur le point de l'atteindre ? De toute évidence, il est clair que les pilotes ne savaient pas eux-mêmes où ils se trouvaient, ce que démontre leur ultime message radio disant qu'ils approchaient de Preston. Les enquêteurs se sont donc intéressés en priorité aux pilotes et à leurs états de service. On l'a vu en début de vidéo, on avait affaire à des pilotes chevronnés, et il apparaît rapidement qu'ils étaient parfaitement habitués à atterrir sur l'aéroport d'Idlewild. Ils connaissaient parfaitement la route aérienne qui y mène et sur laquelle ils se trouvaient. Alors qu'a-t-il bien pu se passer ? Comme toujours en pareil cas, l'accident n'a pas une seule cause, mais plusieurs. Un enchaînement de circonstances qui ont conduit au drame. Le premier élément relevé par les enquêteurs concerne le raccourci que le contrôle aérien leur a fait prendre. Souvenez-vous, au moment où l'avion passait les 25 000 pieds après avoir dépassé le VOR d'Allentown, le centre de contrôle de New York leur a suggéré d'intercepter le couloir Victor 30 pour rejoindre Victor 123 plus rapidement, sans aller jusqu'à Robbinsville, ce qui constitue le trajet habituel pour Idlewild. Un raccourci qui leur faisait gagner 15 km. Est-ce vraiment le hasard si la distance parcourue par le DC-8 jusqu'au moment de la collision est aussi de 15 km ? Pour les enquêteurs, il y a forcément un lien. Je vous rappelle le contexte. Les pilotes sont aux commandes d'un avion à réacteur, qui est encore nouveau pour eux et qui vole à une vitesse bien supérieure à celle des avions à hélice. Ils doivent descendre de 25 000 à 13 000 pieds avant d'atteindre la route Victor 123, et ensuite continuer de descendre jusqu'à 5 000 pieds avant d'arriver au point Preston, point qu'ils ne peuvent pas repérer aussi facilement que d'ordinaire, du fait de la défaillance d'un de leurs instruments de vol. Et pour couronner le tout, ils doivent aussi gérer les communications avec le contrôle aérien et trouver un moyen de réduire absolument leur vitesse. Bref, une charge mentale et un stress considérable. Pas très étonnant si, avec tout ça, ils ont inconsciemment gardé en tête la durée qu'il leur faut habituellement pour arriver à Preston. C'est l'hypothèse émise par les enquêteurs et ça explique pourquoi les pilotes étaient persuadés de ne pas encore avoir atteint Preston alors qu'ils l'avaient déjà dépassé depuis plusieurs minutes. Par contre, si ça explique le fait qu'ils ne l'aient pas remarqué, ça n'explique pas en revanche pourquoi ils se sont trompés quant à la localisation de ce point Preston. Évidemment, la défaillance du second système de navigation semble être la principale raison à cela.
Rappelez-vous du fonctionnement de ce système, hein. Il faut à chaque fois se mettre sur la fréquence du VOR dont on a besoin de trouver la radiale, pour ensuite la sélectionner et positionner l'avion de manière à ce que la flèche de l'indicateur soit centrée et pointe vers le bas. Autrement dit, en un laps de temps très court, le pilote a dû dans un premier temps se mettre sur la route Victor 30, laquelle est définie par la radiale 294 du VOR de Colsneck. Puis, afin de rejoindre le couloir Victor 123, il a dû à nouveau changer la fréquence pour rebasculer sur le VOR de Robbinsville et sélectionner la radiale 50. Ce qui aurait pu être beaucoup plus simple avec les deux systèmes de navigation, puisqu'alors ils auraient pu en régler un sur Colsneck et l'autre sur Robbinsville, ce qui leur aurait également permis de trouver très facilement Preston. Mais du coup, une fois sur Victor 30, il leur fallait trouver le moyen de localiser ce fameux point fixe. Et sans les deux radiales pour trouver l'intersection, c'est nettement plus compliqué. La première hypothèse serait qu'après avoir viré de bord pour emprunter le couloir Victor 123, le pilote aurait une nouvelle fois réglé son PDI sur la fréquence de Colsneck, en sélectionnant cette fois la radiale 346 correspondant à Preston. Mais cela impliquait de parvenir à maintenir l'avion dans son couloir sans la flèche centrée vers le bas lui indiquant le VOR de Robbinsville. Et avec un vent de travers comme c'était le cas ce jour-là, c'était tout de même risqué. Ils pouvaient dévier de leur route sans s'en rendre compte. Qui plus est, si c'est là l'option qu'avaient choisi les pilotes, alors leur PDI leur aurait indiqué la position relative par rapport à la radiale 346 de Colsneck. Et ainsi, ils auraient su que Preston n'était pas devant, mais derrière eux. Conclusion, cette hypothèse ne tient pas. Alors que s'est-il passé ? Eh bien, l'hypothèse la plus probable et qui a été retenue par les enquêteurs, c'est que le commandant de bord a laissé son PDI sur la fréquence du VOR de Robbinsville afin de maintenir l'avion dans le bon couloir malgré les forts vents de travers. Et pour localiser Preston, il a certainement choisi de se fier à un autre instrument de bord appelé ADF pour Automatic Direction Finder. Alors, je sais que tout ça est déjà un peu compliqué à suivre, mais là, je dois vous prévenir que ça va encore se corser un poil, donc suivez bien. L'ADF est un instrument qui permet de se repérer par rapport à un autre type d'antenne, plus ancienne que les VOR et appelée NDB, pour Non-Directional Beacon. Au contraire des VOR, avec les NDB, il n'y a pas besoin de chercher une radiale. Mais quand on règle l'ADF sur la fréquence d'un NDB, l'aiguille de celui-ci indique la direction en degrés, comme sur une boussole, dans laquelle se trouve le NDB. Mais attention, pas par rapport à l'avion, par rapport au nord. Autrement dit, il faut savoir quel est l'angle en degrés par rapport au nord où se situe le NDB lorsqu'on se trouve au point recherché. Quoi ? Ok, bon, je suis conscient que c'est peut-être pas super clair, alors je vais vous donner un exemple. Et ça tombe bien parce que le point Preston en fournit un parfait. La seule antenne NDB dans les parages immédiats, c'est l'antenne Scotland. Et par rapport à Preston, elle se trouve approximativement à un angle de 90 degrés. Par rapport au nord, hein. C'est toujours pas clair ? Bon. Eh ben, imaginons que vous vous trouvez au point Preston, et que vous avez une boussole dans les mains, d'accord ? La boussole indique le nord, jusque-là, c'est normal, et tout le monde suit. Eh ben, orientez-vous selon un angle de 90 degrés avec l'aiguille de la boussole. Ok ? Un azimut, si je me rappelle bien des courses d'orientation de mon enfance. Eh ben, c'est dans cette direction que se trouvera le NDB. Donc, pour les pilotes, il leur suffisait de régler leur système de navigation sur Robbinsville pour maintenir leur trajectoire, et leur ADF sur la fréquence du NDB Scotland. Il ne leur restait plus qu'à attendre de voir l'aiguille de l'ADF pointer vers un azimut de 90 degrés pour savoir qu'ils se trouvaient à proximité de Preston. Et là, bien sûr, on en revient à cette fameuse question, mais bon sang, qu'a-t-il bien pu se passer pour qu'ils se trompent à ce point-là ? Eh ben, encore une fois, comme souvent en pareil cas, dans le stress de la situation, il est hautement probable que l'habitude du pilote ait joué contre lui et qu'il se soit mis à regarder l'aiguille de son ADF en pensant qu'il regardait en fait son RMI. Si, rappelez-vous, c'est le second cadran du système de navigation. Sur celui-ci, en plus de la flèche vers le bas, se trouve une autre flèche, plus grosse et pointant dans la direction inverse de la radiale recherchée pour intersection. La radiale du point Preston par rapport au VOR de Colsneck, en l'occurrence, soit ici un angle de 346 degrés. Et de fait, lorsque l'on programme le second PDI sur cette radiale,
la flèche du RMI pointe à l'opposé, soit vers un angle de 166 degrés. Et ça, bien sûr, à force, les pilotes le savent bien. Ils savent que lorsqu'ils cherchent Preston, la flèche pointe vers 166. Et c'est très probablement ce qui s'est passé. Le pilote a regardé son ADF, mais inconsciemment, il pensait lire son RMI, donc il n'attendait pas que la flèche indique 90 degrés, mais 166. Le chiffre qu'il était habitué à voir en approche de l'aéroport d'Idlewild. Et lorsqu'on regarde quel est l'azimut du point d'impact entre les deux avions par rapport au NDB de Scotland, celui-ci est de 153 degrés. Et là, la dernière communication envoyée par le pilote au contrôleur d'Idlewild prend tout son sens. On approche de Preston. Sous-entendu, on approche de 166 degrés. L'autre facteur essentiel pointé par les enquêteurs dans cette catastrophe sera la vitesse excessive du DC-8. En effet, cette vitesse bien trop élevée explique en partie que les pilotes disposaient de très peu de temps pour décider comment naviguer sans leur second PDI et effectuer toutes les procédures régulières nécessaires. Ce laps de temps très court, dû à la vitesse, s'ajoute au fait qu'ils ont pris le raccourci recommandé par le contrôle aérien et n'a fait qu'ajouter à leur stress. Ce qui explique très certainement leur méprise quant à l'angle affiché par leur instrument. Les enquêteurs ont évidemment cherché à savoir pour quelles raisons le vol 826 affichait une pareille vitesse, car au moment de l'impact, elle était encore de 301 nœuds, soit 557 km/h. C'est énorme, et c'est surtout bien trop rapide pour une trajectoire d'approche sur un aéroport. Là-dessus, au contraire de la cause principale qu'on vient de voir, c'est sans doute le manque d'expérience du pilote qui aura joué contre lui. Malgré ses 19 000 heures de vol au compteur, il n'en avait que 400 aux commandes d'un avion à réacteur. On ne fait pas ralentir ce type d'appareil de la même manière qu'un avion à hélice. Et le commandant de bord n'est pas à blâmer sur ce point, car tous les pilotes étaient dans le même cas. Ces techniques de pilotage propres à ces avions étaient nouvelles pour tout le monde à l'époque. Il faudra néanmoins attendre encore quelques années avant que la FAA, l'Agence fédérale de l'aviation américaine, ne se décide à mettre en place des formations plus poussées pour les pilotes sur les avions à réacteurs. Quelques années, et une série d'autres accidents impliquant le flambant neuf Boeing 727. C'est la vérité. Ouais. Aujourd'hui, la vitesse des avions de ligne est limitée à 250 nœuds, soit 460 km/h, en dessous de 10 000 pieds. Et ce, à la suite de cette catastrophe. Celle-ci a également mis en lumière le fait qu'il subsistait de graves lacunes dans la gestion du trafic aérien aux États-Unis, malgré le déploiement d'une couverture radar. On a notamment découvert que celle-ci n'était pas correctement exploitée et que très souvent, on demandait aux pilotes de rester en navigation autonome à proximité d'aéroports très fréquentés alors qu'on aurait pu parfaitement les guider. Par conséquent, et comme c'est pratiquement toujours le cas après un drame pareil, de nouvelles règles ont vu le jour, comme par exemple l'obligation pour les pilotes de signaler aux contrôleurs toute défaillance dans leurs instruments de navigation, l'équipement obligatoire pour les avions de ligne d'un système DME d'ici 1964, ce système permettant notamment de déterminer la distance et la radiale par rapport à un VOR, et qui aurait à coup sûr permis d'éviter cette catastrophe, l'obligation pour les contrôleurs aériens de demander aux appareils munis de réacteurs de ralentir au moins 3 minutes avant d'atteindre un point fixe s'ils arrivent trop vite, ou encore la limitation de vitesse à 250 nœuds dont on a parlé il y a un instant. C'est également à la suite de cette catastrophe que la FAA a lancé un grand programme du nom de Project Beacon, et qui verra notamment, à terme, l'arrivée des transpondeurs sur les avions de ligne. Aujourd'hui, seuls quelques immeubles de Sterling Place permettent de se souvenir de ce qui s'est passé, notamment parce que contrairement aux autres, ils n'ont pas cette corniche caractéristique au niveau du toit. Un mémorial a été érigé au cimetière de Greenwood, et à l'hôpital où fut transporté Stephen Balz, on peut trouver une plaque dans laquelle ont été fondues les quelques pièces de monnaie qu'il avait sur lui, en hommage au garçon qui a bien failli survivre à cet horrible crash. On arrive ainsi à la fin de cette vidéo, je suis conscient qu'elle était relativement longue, mais j'espère être parvenu à vous y intéresser. En tout cas, merci si vous êtes toujours devant votre écran. J'espère également avoir été suffisamment clair dans mes explications. C'est jamais facile de vulgariser ce genre de sujets qui peuvent parfois être assez durs émotionnellement, mais qui sont aussi, comme ici, relativement techniques.
Bon, je suis ni pilote ni ingénieur, hein, mais je fais le maximum pour comprendre ces éléments qui paraissent toujours compliqués au départ, et pour vous les restituer de la manière la plus simple et la plus claire possible. Alors si ce gros travail de vulgarisation vous plaît, comme il me plaît à moi à réaliser, n'hésitez pas à m'apporter votre soutien par vos likes, vos commentaires et vos partages. Et si vous aussi vous avez envie de connaître les explications des pires catastrophes que l'humanité a connues, pensez à vous abonner et à activer la cloche pour ne pas manquer la suite. Je vous donne rendez-vous dans quelques semaines pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. À bientôt!